duo que Marc Trévidic, depuis une semaine, grâce à son fils, a créé une chaîne TV sur YouTube. Et vous avez donc des vidéos où il fait épreuve de pédagogie. Il nous explique, à nous qui ont... c'est pas très clair, beaucoup de sujets de justice. Bien sûr, il commence par le terrorisme. Mais je vous conseille d'aller voir donc sur YouTube Marc Trévidic. Et c'est tout à fait dans l'esprit que nous essayons de faire. Voilà, c'est de la pédagogie de qualité pour comprendre les méandres un petit peu, comment ça s'articule. Ou ça ne s'articule pas des fois, ou même souvent. Voilà, merci. À toi, Dominique. Deuxième débat, donc, avant de nous retrouver encore pour une séance d'échange avec vous dans la salle de questions-réponses pour nos 4 invités. J'ai le plaisir de vous présenter Jean-Luc Gaffard, qui est un homme du pays, puisqu'il arrive de pas très loin, je peux le dire, Grasse, économiste, professeur émérite à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, et membre honoraire également de l'Institut universitaire de France. Ils ne sont pas très éloignés tous les deux, puisque vous êtes également, vous avez été conseiller scientifique, c'est ça, l'Observatoire français des conjonctures économiques, observatoire que préside Xavier Rago, à ma droite, directeur de recherche, professeur lui aussi d'économie à Sciences Po. Donc l'idée n'est pas de vous opposer, mais plus d'avoir des points de vue au moins complémentaires, encore que vous ne serez pas forcément d'accord sur tout. Juste pour vous donner un peu une idée des points de vue qu'ils vont défendre l'un et l'autre, Le désordre et la raison, une économie politique de la mondialisation, c'est l'ouvrage le plus récent de Jean-Luc Gaffard. Et Xavier Rago a publié, c'est un sujet vraiment d'actualité, nous sommes nombreux, les journalistes et évidemment les économistes à l'aborder en ce moment. Ça s'appelle « Civiliser le capitalisme ». Voilà. Nous avons fait à France Culture, allez, je fais un petit peu de pub, mais pour vous montrer à quel point ça concerne, ça traverse tous nos courants. Le capitalisme est-il soluble dans le XXIe siècle? Et le grand économiste Michel Aglietta vient également, je crois que ça s'appelle « Réformer le capitalisme », je ne sais plus le titre en tête. Capitalisme au temps des ruptures. Juste pour dire que c'est vraiment un sujet qui interpelle beaucoup en ce moment et qui questionne aussi la démocratie. Est-ce que je peux vous poser la même question qu'à vos 2 prédécesseurs? Comment entendez-vous ce terme de démocratie choisi pour ces journées de Cannes? Monsieur le professeur Gaffard. Écoutez, pour moi, je compléterai ce qui a été dit tout à l'heure, parce qu'évidemment, la séparation des pouvoirs est quelque chose de tout à fait essentiel. Je crois que ce qui est important dans la démocratie, c'est la reconnaissance explicite des conflits d'intérêts. Et la démocratie, quand elle fonctionne, c'est un lieu de résolution de ces conflits d'intérêts. Et donc les choses vont très très mal lorsqu'on pense qu'il n'y a plus de conflits d'intérêts, qu'il y a, on va en reparler tout à l'heure, des experts qui savent et qui vont imposer leur connaissance à l'ensemble des individus. Et je pense que c'est ça, pour moi, la question importante. Et je pense que si aujourd'hui il y a une crise de la démocratie, c'est parce qu'il y a une crise des lieux de confrontation des intérêts divergents. Évidemment, quand on parle de confrontation des intérêts, il faut qu'il y ait des lieux de résolution, donc des lieux d'une certaine manière de compromis et de coopération. Alors peut-être on reviendra tout à l'heure sur ces questions, mais je dirais simplement que, par exemple, en France, depuis trop longtemps, le Parlement n'est plus un lieu de confrontation des conflits d'intérêts, compte tenu des caractéristiques propres de notre Constitution, ce qui pose un problème que l'on traduit aujourd'hui par le déclin des corps intermédiaires. Et j'ajouterai donc, et j'en terminerai par là, que la démocratie ne fonctionne qu'avec des corps intermédiaires, grâce à des corps intermédiaires. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je pense que parmi les corps intermédiaires, imaginez-vous, il y a aussi les entreprises. Et on est en train de les laisser de côté. C'est qui les experts? Vous en faites partie des experts tous les deux? Oui, bien sûr. Enfin, on prétend en tout cas être des experts. Je préfère penser que je suis un scientifique, et le principe d'un scientifique, c'est le doute. Et je pense que la différence entre quelqu'un qui se pense expert et un scientifique, c'est que l'expert ne doute pas de la justesse de ses idées. Moi, j'en doute toujours. Bonne réponse. Xavier Rago, à la fois définition de la démocratie, êtes-vous également un expert? Comme Jean-Luc, je suis d'abord un scientifique. Ma maison est le CNRS et je suis habité effectivement de cette réflexion permanente sur la dynamique sociale. La démocratie, c'est probablement un mode d'organisation de l'État pour faire prévaloir l'intérêt général, avec toutes les conditions qu'on a dites. Le petit décalage que j'ai introduit dans cette phrase, c'est cette notion d'État, parce que c'est un mode d'organisation de l'État. Et l'État est loin d'épuiser le social. La façon dont nous pensons
notre émancipation, notre bonheur, notre façon de s'habiller, la façon parfois même dont on a envie d'éduquer ses enfants. C'est quelque chose qui passe pas forcément par l'État, qui passe par notre habilité à utiliser notre vie pour partir en voyage, etc. Et donc il y a toute une phase hors de l'État qu'on appelle la société civile, qui est un peu l'auto-organisation de la société civile, qui est l'économie. Le sujet de l'économie, c'est cette organisation à la frontière de l'État. Bien sûr, l'État conditionne avec toutes les lois le fonctionnement de l'économie, mais c'est ce mode d'émancipation, de choix des individus, des familles, des communautés, suivant ce qu'on pense, qui est le sujet d'étude de l'économiste. Pourquoi cette séparation ? Parce que vous allez le voir, ma thèse principale, c'est qu'on a une demande aujourd'hui démocratique de retour des États forts qui sont en train de faire changer, de sortir nos économies du monde qu'on a connu depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on a un retour bruyant, tonitruant, brutal des États qui refaçonnent l'économie. Donc, oui, mais quels États ? Pas ceux que forcément l'on souhaiterait voir devant ? Vous pensez évidemment aux États-Unis ? Tout à fait. À Trump. Le cœur de ma réflexion à l'articulation entre politique, démocratie et économie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Ce que je vois modestement à mon point d'observation, c'est les États sont là de retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours, et on le voit aujourd'hui dans la rue avec les critiques du néolibéralisme, de la dictature de l'économie, des marchés, etc., etc. Mais ce que je vois, c'est que c'est fini ce monde-là. On n'est plus dans le monde néolibéral. On est dans un monde où les États reviennent bruyamment. Alors, c'est les frères Kaczynski en Pologne, il y a eu le moment Salvini en Italie, il va revenir, c'est Orban bien sûr, c'est la Chine, c'est Poutine, c'est, je ne parle pas de la Corée du Nord, c'est hors jeu, et c'est bien sûr Boris Johnson et Donald Trump. Les deux grandes démocraties libérales, l'Angleterre et les États-Unis, envoient un message aujourd'hui à la Terre entière qui est les peuples inquiets donnent des pouvoirs à des organes complexes. Le Brexit, c'est très compliqué, le Parlement, la notion de référendum de Parlement. Bon, c'est très compliqué, cette démocratie anglaise. Mais grosso modo, il y a un État qui redéfinit des frontières légitimes en disant, voilà, maintenant, c'est fini le commerce international. Je vais faire une frontière et je vais mettre des droits de douane, je sors des accords. Ce que Trump nous dit, c'est fini les accords de libre-échange, le monde d'avant d'OMC, c'est fini, le multilatéralisme. Je mets des frontières et je défends l'intérêt national, moi, que j'incarne, et je l'incarne au nom de l'État américain, America First. On est dans un monde post-libéral où les États utilisent l'économie comme instrument de puissance. Voilà. D'accord avec cette analyse, Jean-Luc Gaffard, qui peut surprendre à l'époque où on dit les États sont, par exemple, je sais pas, les GAFA, les grands instituts numériques, sont plus puissants que les États et infiniment plus riches que beaucoup d'États dans le monde. Cette analyse de Xavier Rago vous surprend-elle ? Je dirais pas tout à fait la même chose. Je pense que l'erreur à ne pas commettre, et que certains commettent, c'est d'ignorer l'existence des États, je dirais plus l'existence des nations. Parce qu'elles existent, parce que les États existent, et parce que face aux difficultés, la population s'adresse aux États, s'adresse à leurs représentants directs dans les démocraties. Et si on l'ignore, c'est extrêmement grave. Et je crois que le problème auquel on est confronté, il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé, c'est le mot mondialisation. Moi, je vous incite à aller lire... Il est dans notre titre, c'est vrai. Aller lire un collègue américain qui s'appelle Danny Roderick, qui explique que c'est très difficile de concilier la mondialisation, ce qu'il appelle parfois l'hypermondialisation, la souveraineté nationale et la démocratie. Et il nous dit, en fait, on ne peut avoir que deux de ces trois éléments. Alors, il dit, on peut avoir la mondialisation et la démocratie, mais évidemment, c'est totalement utopique. Un gouvernement mondial, personne ne peut l'imaginer. Aujourd'hui, on a plutôt la mondialisation et l'État au détriment de la démocratie. Mais de quel État s'agit-il ? En fait, il s'agit d'un État qui a décidé, alors c'est singulièrement vrai en Europe, d'abandonner ses pouvoirs, d'abandonner l'idée qu'il a des choix, qu'il peut faire des choix discrétionnaires au bénéfice de règles. Ces règles, c'est les règles qui sont celles de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et en gros, on applique des règles pour que les investissements viennent chez nous, pour que nous soyons les plus attractifs, et du coup, on va vers les moins-disants.
Quand on sait les problèmes que ça suscite, évidemment, et là je suis d'accord avec Xavier Rago, il y a un retour du politique, il y a un retour de l'État. Vous savez, c'était un peu la situation qu'on a observée à la fin du XIXe siècle et dont a très bien rendu compte Karl Polanyi en 1944, dans un grand ouvrage de 1944, où il disait, au moment où il y a la crise du libéralisme classique, il y a un retour du politique, et le retour du politique, il se manifeste par le protectionnisme, par une forme nouvelle d'impérialisme, de colonialisme. Eh bien, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire, ou bien on imagine pouvoir continuer dans cette direction d'appliquer des règles censées être optimales, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ou bien on va basculer vers non plus le libéralisme, mais le capitalisme autoritaire. Et c'est ce que l'on observe quand Xavier Rago citait certains dirigeants européens, mais évidemment, on ne peut pas oublier dans cette affaire la Chine. Et donc, le problème auquel on se trouve confronté, c'est est-ce qu'il y a une alternative, non pas au néolibéralisme, parce qu'il est aujourd'hui dans une crise qui débouche sur des désordres croissants, mais est-ce qu'il y a une alternative au capitalisme autoritaire? Et dans cette alternative, quel est le rôle de l'État? Et si je recite de nouveau Dany Rodrik, il explique qu'il y a eu un moment où ça s'est passé. Le moment où ça s'est passé, c'est ce que nous appelons, nous, les 30 Glorieuses, chapeauté par les accords internationaux de Bretton Woods, dans lequel un tout petit monde, qui était les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon sous la gouvernance des États-Unis, a décidé de ce libéralisme social, ou même de ce que Keynes appelait le socialisme libéral, c'est-à-dire d'une articulation entre l'État et la démocratie, c'est-à-dire c'était des États démocratiques, mais en même temps une ouverture progressive aux échanges internationaux, pour ne pas créer de rupture définitive. De Keynes, il va en être question. Mais pour l'instant, tel que vous nous décrivez les États, Xavier Rago, ce n'est pas tout à fait cela. Est-ce que ce capitalisme autoritaire dont parle Jean-Luc Gaffard ne mène pas, si on le constate déjà, à la guerre commerciale? Est-ce que c'est souhaitable? Tout à fait, mais tout à fait. Je vais partir de cette question numérique parce que c'est un échange qu'on a eu sur est-ce que les États sont démunis face aux multinationales du numérique, les plateformes, etc. Ouais. Ma réponse est non. Non. On a voulu faire une taxe sur le numérique en Europe, partie de l'initiative française des 3% de localisation de chiffre d'affaires pour taxer le numérique. On pouvait le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Ce n'est pas à cause de Amazon, etc. C'est à cause de Trump, de l'État américain qui a dit non. C'est mon économie, c'est mon argent, vous ne le taxez pas. Et là pour moi, ça doit nous réveiller sur... C'est fini le temps des multinationales tout-puissants. Elles sont là, il faut les contrôler, conflit d'intérêts, tout ce qui a été dit avant est extrêmement sérieux. Mais derrière, maintenant, vous pensez qu'on a déjà dépassé la Californie, ce stade? c'est un instrument de la puissance américaine, un instrument de communication, comme était Hollywood avec les films sur les extraterrestres au moment de la guerre froide, etc. Ils utilisent ça comme instrument de puissance. Point 1. Donc moi, je vous invite à voir la structuration de l'économie mondiale avec les yeux de géopolitique, d'abord. Et vous voyez, ça change un peu l'équilibre en termes de ressources naturelles, le pétrole, l'eau, le nucléaire, ça change un peu, on a une compréhension différente de la dynamique du commerce international. Point 1. Oui, et capitalisme autoritaire. Moi, mon souci, si vous voulez, la clé de ma réflexion, c'est que ce capitalisme autoritaire, certes, mais il y a une demande démocratique. Bolsonaro a été élu au Brésil. Kaczynski, les frères, ils sont populaires en Pologne. Orban est élu majoritairement. Qu'est-ce qui fait que on a parlé, est-ce que le peuple est vertueux? Là, c'est même pas ça. Le peuple est en demande d'externaliser ses droits politiques à un chef charismatique pour une sécurité économique et culturelle qui a complètement déstabilisé les économies modernes, avec bien sûr la question des inégalités, la question de la précarité, de la pauvreté et autres. Donc, et on le sait, malheureusement, je vous dirais, en tant qu'économiste, la naissance de la macroéconomie, c'est la prise de conscience qui était un peu mégalomane des économistes. Je m'en excuse, je vais dire quelque chose de très mégalomane. Mais il y a beaucoup d'économistes dans l'après-guerre, notamment Keynes et d'autres, Robert Solow, des économistes américains, qui ont pensé que les économistes avaient une petite responsabilité dans l'émergence du nazisme, du fait de leur gestion catastrophique de la crise de 29. Et donc, la macroéconomie contemporaine est née de cette articulation entre l'économie qui est capable de désintégrer par l'intérieur les démocraties occidentales et de produire du proto-fascisme. Je vous assure que chez beaucoup d'économistes, et je peux vous citer les noms, c'est assez constitutif de notre métier en tant que macroéconomiste de sauvons la société de l'instabilité économique, parce que l'instabilité économique fait une demande de sécurité qui est antidémocratique. Malheureusement, ce qu'on en assiste aujourd'hui, en très grande partie dans les pays du globe, c'est malheureusement, on a déjà connu ça. Et il faut trouver, nous,
et j'aurai des propositions, je vais arrêter d'être dépressif, hein, mais il faut trouver des réponses politiques et économiques pour éviter que l'instabilité économique demande de l'autoritarisme politique pour sauver les majorités inquiètes. Bien, mais Xavier Rago, vous n'avez pas tout à fait répondu. Le capitalisme autoritaire, tel qu'il est sous nos yeux actuellement, nous entraîne vers une guerre commerciale. C'est pas souhaitable, c'est dangereux, tout le monde le reconnaît. Oui, alors... Ça semble réussir pour le moment à l'économie américaine. Est-ce que ce sera encore le cas à terme? Je ne sais pas. Oui, alors... Question ouverte. Hein. Bon, question, petit moment un peu technique avec différents éléments. Effectivement, on est en phase d'augmentation des tarifs douaniers avec cette tension entre la Chine et les États-Unis, avec la question du Brexit, avec, ne l'oublions pas, Ursula von der Leyen, qui est à la tête de la Commission européenne, a mis sur l'agenda des taxes aux frontières européennes pour préserver le modèle environnemental et social européen. Donc on est dans un monde où effectivement la taxation du commerce international va croissant. Est-ce que c'est un coût pour la croissance, mais on assiste à un mouvement de démondialisation qu'on comprend assez bien. Oui, on va aller dans une démondialisation, un recul du commerce international, du fait essentiellement de la contrainte écologique, qui fait que c'est naturel que le commerce international recule. Donc, il y aura un coût pour la croissance, notamment pour l'Angleterre, mais ces coûts ne sont pas énormes, ne sont pas colossaux quand même, les coûts de cette guerre commerciale. Ce qui fait peur, c'est peut-être l'engrenage qui irait jusqu'à des extensions militaires, mais objectivement, on le voit aujourd'hui, le coût du Brexit, il est important, 0,1, 0,2 points de taux de croissance par an. Donc, au bout de 10 ans, ça fait 1 point de croissance. Hein, mais ils s'en remettront, et nous aussi. Ils s'en remettront. Et nous aussi, parce que à nous aussi, ça va coûter cher. Oui, mais en fait, le bilan net pour la France est encore plus complexe à faire, hein, puisque il y aura des gains associés. Donc, ça va pas être un problème économique massif. Ça va être un politique majeur, mais économiquement, peut-être pas aussi massif que ça. Jean-Luc Gaffard, cette guerre commerciale vous inquiète, vous, Xavier Rago a plutôt tendance à nous rassurer, en tout cas à long terme. Est-ce qu'on peut voir une mondialisation plus douce? Oui, sans doute, mais je ne suis pas forcément pessimiste. Alors pourquoi je vous dis oui, sans doute? Parce que, au fond, moi je suis un économiste standard et je pense qu'à chaque fois qu'on ouvre les échanges, il y a une potentialité d'une amélioration du bien-être. C'est vrai à l'intérieur d'une nation, mais c'est vrai à l'échelle mondiale. Donc la mondialisation, la libéralisation, c'est porteur de nouvelles opportunités qui sont susceptibles de bénéficier à tous. Mais le problème est les conditions dans lesquelles on fait cette ouverture aux échanges. Et j'ai l'habitude, quand je parle de ça, de citer Adam Smith, le père de l'économie politique, que tout le monde cite à tort et à travers sans jamais l'avoir lu, notamment nous expliquant qu'il était le tenant de la main invisible, expression qu'il n'a utilisée qu'une seule fois à la page 450 de son ouvrage. Beaucoup d'autres ont utilisé pour lui après. Et beaucoup d'autres ont utilisé, d'ailleurs, en détournant en plus. Et il y a un passage de Smith qui nous concerne directement, qui est tout à fait intéressant. Il nous dit, bon, il faut libérer les échanges. Pour lui, les échanges, c'est d'abord les échanges à l'intérieur de l'Angleterre. Mais il dit, attention, je le cite quasiment mot pour mot. Il dit, attention, quand vous allez libéraliser les échanges, vous allez détruire une partie du capital des entreprises. Et quelquefois, vous allez détruire beaucoup trop de ce capital. Et donc, en conséquence, il faut que vous annonciez la libéralisation longtemps à l'avance. Et deuxièmement, il faut que vous y procédiez de manière très progressive. Vous voyez que nous sommes loin de la main invisible. Hein, derrière le marché, ou pour que le marché fonctionne, il y a des institutions. Et ces institutions sont des institutions qui assurent cette progressivité. Or, ce qui s'est passé dans les années 50 et 60 avec les accords de Bretton Woods et le General Agreement on Tariff and Trade, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça de manière très brutale, de procéder à une espèce de thérapie de choc, on a subordonné l'ouverture aux échanges à la réalisation des objectifs intérieurs de production et d'emploi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus simple dans ce monde-là, plutôt homogène, démocratique, etc. Mais avec une organisation mondiale du commerce que tout le monde souhaitait à l'époque, qui se porte très mal aujourd'hui. Oui, enfin, faites attention. L'Organisation mondiale du commerce, ça n'est pas le General Agreement on Tariff and Trade. Parce que précisément, dans l'Organisation mondiale du commerce, on ne parle pas simplement de tarifs, etc. On parle de normes. On parle de règles. Et tout le monde doit se conformer aux mêmes règles. Et quand on est dans la mondialisation actuelle, ça veut dire que tout le monde est obligé de se conformer au moins-disant. Et c'est ça le problème. Et donc, si aujourd'hui vous voulez sortir de ça ici, et je suis évidemment Xavier Rago sur ce terrain-là, c'est que dans l'Organisation mondiale du commerce, il faut introduire
des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire des mécanismes d'adaptation progressive des normes. Bien sûr, on sait très bien qu'on ne peut pas interdire, imposer à la Chine, encore qu'on pourrait commencer à le faire, un certain nombre de normes qui nous sont propres, mais on ne peut pas non plus accepter d'importer n'importe quoi, n'importe comment, et de se coucher sur nos propres normes. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc vous voyez qu'il faut faire attention dans le débat sur le libéralisme, et il faut faire attention, c'est que si nous sommes dans une démocratie, et je reviens sur le point de départ, dans une démocratie libérale, il faut y aller petit à petit, progressivement, prendre en considération les intérêts variés, essayer d'aboutir à des compromis. C'est ça le véritable sens de la démocratie. Xavier ? 2 points sur le commerce international et nos difficultés. C'est que le commerce international, les 30 dernières années, est un succès extraordinaire. C'est un succès inédit dans l'histoire économique de la planète. Ça a sorti de la pauvreté toute la classe moyenne inférieure indienne et chinoise. Il y a une réduction mondiale globale importante des inégalités. C'est un énorme succès. Et les économistes, on savait tous bien que quand il y a une telle participation massive d'une économie avec des capacités intellectuelles importantes comme la Chine au commerce mondial, donc une telle offre de travailleurs qualifiés, disponibles, ça allait faire grosso modo, je le dis en termes économiques, mais baisser le prix de cette facteur des autres pays. Donc ça allait grosso modo laminer les classes moyennes des pays développés. On le savait, mais la question c'est que normalement, on arrive à trouver des modes de transferts internationaux pour compenser les classes moyennes qui perdent à la mondialisation au sein de nos économies développées. Et on a assisté au même temps dans nos économies développées, en France comme aux États-Unis, à un recul de la capacité redistributive des États. Donc les États ont moins redistribué à un moment où la classe moyenne de tous les pays développés était grosso modo laminée, le mot est un peu dur, mais disons complètement déstabilisée par l'évolution du commerce international. Et ça, c'est évidemment notre question qu'on voit avec la question de Trump, du travailleur de 50 ans, blanc, socialisé dans le Midwest américain, qui a complètement perdu son ancrage social du fait de l'évolution de la mondialisation et du secteur automobile et autres. Donc, on a un problème qui est que l'économie, cette notion d'efficacité globale, qui est un concept d'économiste, c'est que le monde globalement est sorti de la pauvreté. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le sous-développement, c'est grosso modo l'Afrique noire. Souvenez-vous, il y a 30 ans, c'était l'Amérique latine, c'était l'Asie, c'était le monde qu'a décrit Jean-Luc. C'était le développement, c'était ce noyau européen et américain. On a complètement changé. Maintenant, l'Europe est marginalisée quasiment dans la course du monde. Et c'est fort bien parce que c'est les autres qui ont cru. Nous, ça nous déstabilise par rapport à notre vision qu'on a dans le rôle central dans l'histoire. Et donc, comment créer aujourd'hui, au niveau international, les outils d'une compensation des efforts collectifs qu'on a à faire? Je vais être très concret. La question centrale, c'est bien sûr la question du changement climatique. Le changement climatique va porter en grande partie sur ces économies, la Chine, l'Inde, qui sont en pleine phase de développement économique, dont le niveau de vie est un 20e niveau de vie français moyen. Ne l'oublions pas. Voilà. Donc, on a essayé dans l'accord de Paris de créer des organes de transfert des pays riches vers les pays pauvres pour compenser l'effort climatique des pays pauvres, un fonds de 100 milliards d'euros. Pour l'instant, il n'y a que 7 qui sont mobilisés. Personne n'en parle. Et toutes les démocraties vont parler d'autre chose que cette solidarité internationale absolument nécessaire pour la transition climatique. Et là, pour le coup, il y a un risque démocratique, pour revenir au sujet qui nous occupe. Et il y a un risque démocratique, c'est qu'on voit par rapport aux enjeux, et c'est ça qui m'inquiète dans ce retour des États forts, vous voyez, c'est qu'on a un retour d'une nationalisation du débat de politique économique, alors qu'on a besoin de trouver des instruments d'une solidarité internationale pour gérer la question climatique. On a une course entre 2 temporalités, entre la temporalité du politique qui se recroqueville sur les intérêts nationaux et la temporalité de l'économie du climat qui demande une accélération de la solidarité internationale. Comment trouver les bons outils pour avoir un débat sain et équilibré de notre contribution juste collective à cet effort pour le climat, pour les pays africains, pour la Chine aussi et pour l'Inde? On n'en parle absolument pas. Eh bien, tiens, on va vous retourner la question à tous les deux, justement, en essayant de trouver quelques pistes vers où allons-nous actuellement, à quelles conditions. Vous avez dit entraîner les entreprises derrière nous, qu'on a peut-être un petit peu oublié. Xavier Rago souligne la situation des classes moyennes, donc peut-être des solutions de part et d'autre que vous voyez poindre ou qu'il faudrait peut-être que les États adoptent. Là, je m'adresse aux experts. Je crains de ne pas avoir de solution.
Je vous disais tout à l'heure que pour moi, la véritable alternative, c'est entre le capitalisme autoritaire, et ça veut dire en fait derrière la guerre commerciale, et au-delà de la guerre commerciale, ça peut être pire que ça, bien entendu, ou bien la possibilité de... L'histoire l'a démontré, je crois. Oui, la guerre l'histoire nous l'a commerciale démontré, aboutit oui. souvent à la guerre tout court. Et l'alternative, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le libéralisme social, auquel il faut quand même donner un contenu. Et je voudrais dire que ce dont nous souffrons aujourd'hui, qui est une sorte de banalité, mais c'est quand même le fait qu'on est dominé par le court-termisme. Tout le monde joue à court terme. Les États jouent à court terme, mais ils sont pratiquement obligés de le faire. Les entreprises jouent à court terme, et elles jouent à court terme parce qu'en plus, les détenteurs de capitaux jouent également à court terme. Or, quand vous regardez de près la période que quelquefois on pense définitivement dépasser, une espèce d'anomalie qui sont ces 30 glorieuses, quand on est économiste, et surtout quand on est macroéconomiste, on a toujours tendance à penser que c'était l'État régulateur, le rôle de la dépense publique, etc. Tout ça était vrai, mais c'était loin de n'être que cela. Et si vous regardez même les États-Unis, vous apercevez que la façon dont les entreprises fonctionnaient à cette époque était tout à fait différente de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle est redevenue aujourd'hui. C'est-à-dire dans les années 50 et 60, si vous lisez les livres qui étaient écrits à l'époque par John Galbraith ou par Andrew Schoenfield, etc., ils vous expliquent que ce qui apparaît dans l'entreprise américaine à l'époque, c'est la planification d'entreprise. Et c'est aussi le fait que les entreprises, les managers vont passer des accords à long terme avec leurs salariés, en indiquant en particulier les gains de productivité, les salaires sur les gains de productivité. Ça veut dire que les entreprises constituent ce qu'un grand économiste américain a appelé à l'époque, en 1962, une coalition politique entre les managers, les salariés, les détenteurs de capitaux, parce qu'à l'époque, il y avait quand même des détenteurs de capitaux, sauf que la valeur des actions était plutôt élevée, mais surtout elle variait peu, parce que les détenteurs de capitaux gardaient longtemps leurs actions, c'est-à-dire qu'ils jouaient eux-mêmes sur le long terme. Or, le problème aujourd'hui, avec les ruptures qui se sont produites à partir des années 70, la libéralisation des mouvements de capitaux, l'absence de contrôle donc, sur ces mouvements de capitaux, la résurgence de l'entreprise ancienne, la rupture des solidarités, parce que, par exemple, les entreprises avaient acquis l'idée que leurs salariés pris globalement, c'était la base de leur marché. C'est fini, ça. Un des aspects de la mondialisation, c'est la rupture entre le marché du travail et le marché des biens. Et du coup, on se replie sur des intérêts particuliers et l'entreprise devient, justifiée par les économistes, entre les mains des actionnaires qui sont censés être les gens les plus à même de poursuivre la maximisation du profit. C'est faux. Le vrai problème, ce n'est pas les actionnaires, c'est la structure de l'actionnariat. C'est le fait que l'actionnariat est concentré entre les mains de fonds activistes, lesquels sont centrés sur les résultats à court terme. C'est ce qui les intéresse, c'est les performances de l'entreprise à 3 mois, pas les performances à 5, 10, 15 ans. Si c'est les performances à 5, 10, 15 ans, bien sûr, le but des entreprises, c'est de poursuivre le profit. C'est leur job. Mais c'est le profit à long terme, pas le profit à court terme. Et donc le vrai problème, c'est celui-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reconstitue petit à petit un tissu social dans lequel les entreprises reprennent cette position qu'elles ont perdue. Oui. Je ne suis pas sûre que Xavier Rago, cette fois, sur cette ligne. Je parlais des solutions, des pistes. Si, j'ai un point de vue un peu différent, mais pas forcément opposé, mais assez différent. C'est-à-dire que dans cette quête d'un lieu alternatif, d'une intégration du politique et du social et de l'économique, ce que dit Jean-Luc Gaffard, c'est l'entreprise est un lieu de collectif, de l'affectio societatis, de projets communs, et ça peut être un lieu du temps long. Peut-être, peut-être. Je n'ai pas le temps de faire une critique pour dire c'est possible, mais pas seulement. Aux conditions qu'il a dites, il l'a précisé. Aux conditions qu'il a dites. Moi, ma lecture est un peu différente. Si je prends l'histoire du capitalisme, qu'est-ce qu'a civilisé le capitalisme ? Qu'était la grande question du capitalisme au XIXe siècle, au début du XXe siècle ? C'était la question sociale. C'était la question des conditions de travail, c'était la question de la santé au travail, des accidents de travail, de la formation, de la retraite, du chômage, qui n'existait pas, on l'oublie. Et ça s'est fait. La façon dont le capitalisme a survécu à toutes ces contradictions internes, c'est sa capacité à traiter la question sociale avec l'émergence c'est pas venu des États, c'est devenu d'autres choses, du mouvement des salariés,
du mouvement parfois, du catholicisme social. Enfin, il y a eu plusieurs racines qui ont amené à cette constitution dans le XXe siècle de nos États-providence, qui sont aujourd'hui l'instrument central partout dans le monde de la gestion des risques parasites, destructeurs que produit le capitalisme, pour la santé, pour l'éducation, pour la mobilité sociale, etc. etc. Aujourd'hui, je pense que et j'irai assez vite, je pense que moi, le retour de la souveraineté des États un peu brutaux et de l'intérêt d'État, ça me fait un peu peur, pour la raison que j'ai dite. Il y a un besoin d'une création d'un espace collectif, public, général, pour internaliser ce projet commun qui nous porte, qui est aujourd'hui quasiment la survie de l'espèce humaine. Donc je pense qu'en réfléchissant, en créant des lieux de solidarité sur l'expérience de la constitution de nos États-providence, on peut construire des lieux de solidarité effective. C'est abstrait ce que je dis. Ce qu'il faut faire, c'est construire un État-providence européen. Ensuite, l'étendre à l'Est. Encore plus concret, ce qu'il faut construire, ce pourquoi je travaille et je me suis un peu investi, soyons modestes. C'est quoi un État-providence européen? Commençons par une assurance chômage européenne. Aujourd'hui, on y est presque. Ursula von der Leyen, la Commission est pour, le ministre des Finances allemand est pour, le Trésor français s'est exprimé pour. On y est presque à constituer un espace de solidarité avec une assurance chômage européenne qui permette une solidarité européenne, une mobilité des travailleurs. Après, il faut travailler sur la santé, une transférabilité des droits sociaux. Ensuite, on pourra réfléchir à la mobilité des travailleurs détachés, et la coordination de cet objet qui sont tous nos états sociaux qui sont développés dans nos démocraties européennes et même américaines pour construire des lieux de transfert des risques et les risques climatiques. Donc ce qu'il faut faire, c'est autour de la question du climat, pas seulement faire un fonds, mais essayer de faire une cotisation, au-delà d'un impôt, une cotisation pour une solidarité face à l'exposition au risque du climat, en élargissant au maximum la base des pays impliqués. Ouais. Ben voilà des pistes. Vous en donnez des très solides. Oui, réponse de Jean-Luc Gaffard, bien sûr. Je suis évidemment d'accord. Je veux dire simplement 2 points. La question qui est sur le tapis, là, ce sont les normes qui s'appliquent et les normes juridiques. Et c'est vrai que les entreprises créent des normes. La seule question, c'est qu'il doit y avoir une hiérarchie des normes et que la norme de l'État, la norme de la nation doit prévaloir sur les normes des entreprises. Et en fait, c'est la norme édictée par l'État qui va valider les expériences qui sont faites au niveau des entreprises. Donc ça me paraît très important. La deuxième chose que je voudrais dire, là je vais être un peu iconoclaste, quand je dis qu'il faut donner une autre dimension à l'entreprise, en fait je fais partie des gens très minoritaires aujourd'hui, parce que chez les économistes tout le monde est d'accord sur ce point, les réformes structurelles sont simplement une stupidité. Les réformes structurelles, ça consiste à introduire une totale flexibilité et donc d'individualiser absolument les comportements au détriment de toute forme d'intelligence collective et de toute forme de coopération. Et c'est extrêmement grave. Alors les gens ne s'en aperçoivent pas parce qu'on dit « Ah mais vous allez voir, ça va être plus efficace ». Oui, en fait, dans l'immédiat, ça crée de la précarité, ça crée de l'individualisation, ça crée de la pauvreté. C'est ça la situation qui s'est créée en Allemagne, qu'on le veuille ou non. La situation allemande, c'est le fait que les réformes du marché du travail, qui ne s'appliquent pas d'ailleurs au cœur industriel de l'Allemagne, qui bénéficie toujours de la cogestion, de la codétermination, mais pour conquérir les marchés extérieurs, le reste, ça s'est traduit par une chute des salaires, par une diminution de capacités, même des capacités cognitives des gens. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en train de le payer très cher. Donc, il y a aussi une question sur le travail, et là, je partage tout à fait ce qu'a dit Xavier Rago, qui est extrêmement importante. Hein. Ça ne veut pas dire que je défends des soi-disant privilèges, etc., mais je dis attention. On a créé des règles, on a créé des situations sur le travail qui étaient à l'inverse de ce qu'on avait fait à partir pas simplement des années 45 et avant, et qui me paraît extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de rupture de solidarité. Et là aussi, vous avez par exemple un historien comme Pierre Rosanvallon qui vous explique très clairement ce genre de problème. Oui, mais alors terminons avant que la cloche ne sonne, par une question d'actualité. Nous sommes à la veille d'un mouvement social très, très fort, et nous sommes même depuis 1 an dans un grand tourbillon politique et social, dans le contexte là aujourd'hui qui interroge la démocratie aussi.
Alors, Quelle analyse faites-vous de la situation française? Vous avez 1 minute, Xavier Rago, ou une autre? Non, mais juste d'un mot quand même sur l'actualité. Bon, j'ai écrit un bon livre qui s'appelle Civiliser le capitalisme, vous saurez tout. On va s'y reporter, c'est à côté. Ma lecture, je vais vous le dire sincèrement, ma lecture de la situation française, c'est la suivante, c'est que il ne faut pas sous-estimer notre problème européen. On a un grave problème européen, toutes les économies européennes ont divergé. Et on ne parle pas du problème italien, mais on a un énorme problème avec l'Italie. Et on a un problème aussi avec une divergence franco-allemande qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le pays le plus exportateur du monde. Ça vient d'être dit, ça, oui. Voilà, devant la Chine. Hein, pas par tête, hein, total. Hein, c'est le pays le plus exportateur du monde, notre voisin. Alors qu'on produisait la même chose dans les années 2000. Jamais l'Allemagne et la France n'ont autant divergé. Aujourd'hui, Jean-Luc a raison d'insister sur la dimension sociale, mais au niveau économique, l'Allemagne a la dette la plus faible des pays développés. Ils ont 60% de dette sur PIB. Nous, on a 100%. C'est 40%, pour l'ordre de grandeur, c'est à peu près 60 fois l'entièreté des mesures gilets jaunes. Donc, si l'Allemagne voulait faire des gilets jaunes, des mesures, il peut faire pendant 60 ans. Chaque année, il donne des chèques de 17 milliards, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas sous-estimer cette divergence européenne. Donc aujourd'hui, il y a une bonne partie de l'ensemble de l'agenda, notre réflexion, qui doit s'être projetée au niveau européen. Et moi, et je veux une solution socialement progressiste qui reconstruise les lieux de solidarité et autres, certes, mais il faut partir de ce diagnostic pour vraiment voir le problème majeur auquel on est confronté. Et moi, ce qui me gêne un peu dans le débat français, c'est que cette dimension, cette contrainte, ce carcan qu'on n'a pas qui est la zone euro, qui est maintenant, voilà, et c'est là, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense que l'Allemagne doit augmenter massivement les salaires. Le problème, c'est que je ne suis pas ministre du Travail allemand. Je suis économiste français, donc je ne peux pas faire des choses. Donc, petit 1. Petit 2, sur le sujet. Donc ça, c'est un côté global. On a un problème du tissu productif français face aux divergences européennes. Point 1. Point 2, je pense après que l'accompagnement du tissu productif doit aller vers le renforcement de notre État-providence pour gérer les risques de la transition. Ce que je perçois aujourd'hui, c'est une redéfinition des États-providence, un peu à minima, et permettez-moi de ne pas rentrer dans le détail des mesures annoncées. Je pourrais juste parler peut-être de la réforme d'assurance chômage, je ne pourrais pas en dire plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne direction face aux enjeux qui sont les nôtres. Les enjeux qui sont les nôtres, c'est beaucoup d'efforts collectifs, et certes, beaucoup d'efforts collectifs, mais aussi beaucoup de solidarité collective, pour avoir ce petit moment churchillien de souffrance collective, mais de la lumière au bout du tunnel. Et un État social, comme vous l'appelez. Un État social pour adapter notre capitalisme. Allez, dernier mot pour Jean-Luc Gaffard, et ce sera pour vous dans la salle. Bien, je dirais qu'effectivement, les événements que nous attendons la semaine prochaine, je ne mesure pas du tout d'ailleurs, à titre personnel, l'ampleur, sont caractéristiques de la situation. C'est-à-dire qu'il y a du désordre qui a été créé, il y a des difficultés importantes pour une partie de la population, il y a des tentatives de faire des réformes qui vont toucher beaucoup de gens de manière très brutale. Je pense que quelques réformes, je parlais de Smith tout à l'heure, qu'on l'on fait, il faut la faire petit à petit, il faut l'annoncer, il faut la négocier, mais surtout la faire progressivement. Donc on est au cœur de cela, avec à la clé derrière le fait que dans notre espace politique se joue la question entre une forme de libéralisme social et un extrémisme nationaliste qui pointe. Et nous sommes au cœur de cette inquiétude. Et si on n'y répond pas, vous m'excuserez de le dire, du bon côté, je suis très inquiet. Ah bah merci. C'est une belle conclusion. Vous avez vu comme on est fort. Bravo Jean-Luc. Le temps d'apporter les fauteuils.